Ceci est un Russar MR2 20 mm 5.6 et c'est un objectif soviétique qui vaut cher. Alors, je vais d'abord vous présenter un petit peu l'histoire de cet objectif, puis on le regardera en détail, et enfin, on verra ce qu'il donne d'un point de vue optique. Alors, il faut savoir que le nom Russar est un nom important dans l'industrie optique soviétique, et pas seulement. Russar vient du nom de son créateur, Mikhail Mikhailovich Russinov. Russinov est un ingénieur soviétique qui a principalement travaillé au LITMO, c'est une université pétersbourgeoise. Il a aussi un peu travaillé à KMZ durant la Seconde Guerre mondiale, et il est un spécialiste de l'optique aérienne et de l'optique cartographique. La formule Russar est réputée dans le monde entier car elle serait la première à avoir pu éliminer le vignettage sur les optiques ultra grand angle. Il existe énormément de Russars, presque une centaine de Russars différents, mais 95% de ces Russars sont dédiés à la photographie aérienne, spatiale ou cartographique. Le seul Russar dédié à la photographie amateur est le MR2. Alors, pour comparaison, voici donc le MR2 et voici le Russar 29. La plupart des Russars sont de gros objectifs, comme celui-ci. Ils sont de grand angle, même ultra grand angle. Ils couvrent une grande surface. Celui-ci, par exemple, peut couvrir 18 cm sur 18 cm. Alors, le Russar a été conçu en 1957 par Russinov et la production a débuté à KMZ, Krasnogorsk, en 1958. Pour information, Zenith, la nouvelle marque de KMZ depuis la fin des années 80, a repris la production pour l'homographie avec une formule optique légèrement recalculée. Ça, c'était pour la petite histoire. Maintenant, on va le regarder un petit peu plus en détail, voir comment il marche et de quoi il a l'air. Vous l'avez déjà vu, le Russar est un petit objectif, avec une optique très petite. Il a été produit en mouture 39 mm à vis pour télémètre seulement. Chose originale, mais plutôt logique, cet objectif n'est pas couplé au télémètre. Pourquoi? Eh bien, simplement parce qu'un 20 mm qui ouvre à 5.6 a une profondeur de champ déjà si grande qu'aucune précision n'est nécessaire. Les indications de distance sur l'objectif suffisent amplement pour la mise au point. Une fois sur l'appareil, l'objectif est très compact. La bague de mise au point est assez naturelle et tourne jusqu'à environ 180 degrés. La bague de diaphragme l'est un peu moins quand on n'est pas habitué aux soviétiques grand angle pour télémètre comme le Jupiter 12 ou l'Orion 15. À l'époque, le Russar MR2 était livré avec un très beau viseur 20 mm avec une correction de parallaxe. Cet objectif ne s'utilise que sur des appareils télémétriques ou certains appareils hybrides. Sa partie arrière va assez près du capteur et cet objectif ne se monte pas, par exemple, sur la plupart des appareils hybrides APS-C. Mais il se monte sans souci sur le Sony A7 ou d'autres hybrides plein format. Selon plusieurs sources, l'optique n'est pas traitée anti-reflet du fait de sa courbure très prononcée, donc peu de conséquences sur la qualité d'image. La qualité d'image? Parlons-en. Je vais commencer par l'information la plus importante. Cet objectif est mauvais sur les capteurs. La perte de qualité est très prononcée dès qu'on s'éloigne un peu du centre. Il y a du color shifting qui donne cette teinte un peu violacée. Bref, autant vous dire que si vous voulez l'utiliser sur un hybride, cet objectif ne vaut pas du tout son prix. Sauf si vous êtes un adepte de l'entreprise Lomographie, bien entendu. C'est d'autant plus vrai qu'il n'est pas lumineux. On peut avoir le même rendu avec un Industar 69 qui est 30 fois moins cher et ouvre à 2.8. Vous me direz, alors pourquoi tout ce foin autour de cet objectif? Alors comme la plupart des optiques anciennes, et pas seulement les soviétiques, les objectifs dévoilent leur vraie valeur sur une pellicule. La différence pour certains objectifs n'est pas forcément évidente, mais avec le Russar, c'est littéralement le jour et la nuit. Et ce n'est pas un hasard. Le Russar a une lentille arrière très courbée et l'objectif se trouve très près du capteur. Les rayons lumineux, hormis au centre, frappent le capteur avec un angle si aigu qu'il passe très mal les différents filtres du capteur. Une pellicule est plus fine et bien sûr différemment composée. Sur film, cet objectif ne vignette pas du tout et présente très peu de déformations.
C'est un excellent objectif pour l'architecture ou la photo de rue par exemple. Bon, en conclusion, pourquoi cet objectif est si cher? Alors vous l'aurez compris, ce n'est sûrement pas pour sa qualité optique sur les numériques, puisqu'il est tout simplement mauvais. Non, je pense que ça tient à d'autres facteurs. Tout d'abord, la rareté. C'est un objectif qui a été produit à très peu d'exemplaires sur l'échelle d'une production. On le chiffre à environ 6000, 7000 exemplaires. Pour comparaison, l'Helios 40, qui n'est pas non plus très facile à trouver, a été produit à 60 000 exemplaires. C'est quand même 10 fois plus. Ensuite, il y a le rapport encombrement-qualité sur l'argentique. Car on a vu que sur argentique, c'est un très bon objectif. Et en plus, je pense que les objectifs grand angle, ultra grand angle en télémètre ne sont pas forcément très courants. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, voire à vous abonner.